Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen T4. Quels moteurs ont été installés? La gamme de moteurs du VW T4 semble assez large si l'on regarde leur liste, mais certains étaient proposés avant le lifting et d'autres non. Fait intéressant, il y a ici des unités extrêmement obsolètes, mais aussi celles qui semblent ne pas correspondre du tout au caractère de la voiture. Avant le lifting, les unités à 4 cylindres proposées étaient archaïques du point de vue actuel. Dans la gamme essence, il y en avait deux au choix, avec des capacités de 1,8 litres et 2,0 litres. Le plus petit n'était disponible qu'au début de la production et était propulsé par un carburateur. Elle développe une puissance vertigineuse de 67 chevaux et accélère à peine, mais elle est aujourd'hui une rareté pour les collectionneurs. Pour une utilisation normale, il n'y a pas de pire appareil. Un moteur 2 litres plus sensible, alimenté par injection, développe 84 chevaux. Il consomme du carburant et n'est pas très puissant. La réponse au manque de puissance était un moteur 5 cylindres plus gros de 2,5 litres. Ces 110 chevaux entraînent efficacement la voiture, mais elle consomme encore plus, voire autour de 15 litres, 100 km. Et de fait, c'est actuellement le seul bloc essence disponible dans les voitures d'occasion pré-lifting, car les 1.8 et 2.0 sont de véritables corbeaux. La gamme diesel comprenait initialement un moteur 1.9 DIOPTER d'une puissance de 60 chevaux et, à partir de 1992, une version suralimentée du 1.9 TD d'une puissance de 68 chevaux. Il s'agissait d'unités simples, peu coûteuses à réparer, mais très faibles, destinées principalement aux villes et aux déplacements sur de courtes distances. L'injection à chambre Vortex ne peut pas fournir beaucoup de puissance, mais elle est louée pour sa consommation de carburant relativement faible, d'environ 7 à 8 litres, 100 km. Selon les utilisateurs, un moteur diesel bien meilleur et plus durable est un 5 cylindres de 2,4 litres, également doté d'une chambre Vortex, dans une version atmosphérique d'une puissance de 78 chevaux. Cette unité a toujours une faible puissance, mais le couple est supérieur à celui du 1.9 TDI suralimenté. Ce moteur est resté quasiment inchangé jusqu'à la fin de la production, puissance tombée à 75 chevaux, tout comme le 1.9 TD. Pendant toute la période de production, le moteur 2.4D était le plus populaire. Après le lifting, le T4 a été présenté avec un moteur 2.5 TDI issu de l'Audi 100. Les nouveaux blocs développaient une puissance de 88, 102 ou 151 chevaux selon la variante. La version la plus faible n'était pas équipée d'un refroidisseur intermédiaire. À son tour, la variante la plus puissante n'était proposée que pour les passagers caravelle et multivan. En Allemagne, les moteurs les plus puissants, après avoir été équipés d'un filtre DPF, pouvaient obtenir un badge vert permettant l'entrée dans les centres-villes car ils répondaient à la norme Euro 4. La version 102 chevaux a également été convertie à Euro 3 en ajoutant un FAP. Cela vaut la peine de le savoir, même si c'est plutôt une curiosité. Après le lifting, des changements ont également eu lieu dans le domaine des moteurs à essence. L'offre comprenait le 2,5 litres avec une puissance augmentée à 115 chevaux et le 2 litres, qui se vendit très mal. L'offre a été complétée par un nouveau design 2.8 VR6 générant 140 chevaux, et à partir de 2000, un 2.8 V6 d'une puissance allant jusqu'à 204 chevaux. La variante la plus puissante n'était proposée qu'avec une transmission automatique, ce qui réduisait considérablement son potentiel. La boîte automatique était également associée à des moteurs diesel 2,4 et 2,5 et à un moteur essence 2,5. Dans tous les cas, il s'agissait de boîtes de vitesse classiques avec convertisseur à 4 vitesses. Les transmissions manuelles ont 5 vitesses chacune. Une option pour certaines variantes de moteurs était la transmission intégrale synchro. Il s'agit d'une solution avec un embrayage multidisque qui engage automatiquement l'essieu arrière. En option, ces voitures étaient équipées d'un blocage de différentiel arrière. Quel moteur choisir? Bien que les moteurs à essence soient assez tentants en raison de leur structure simple et de la possibilité de les faire fonctionner au gaz, dans la pratique, ils ne fonctionnent pas bien et n'ont de sens que dans une belle voiture ou, par exemple, équipée d'une transmission automatique. Ils brûlent tellement que la différence entre le GPL et le diesel sera minime et nous perdrons de la place pour un réservoir d'essence. L'exception ici est la variante VR6 ou V6, très similaire dans le design, qui peut être appréciée pour sa dynamique et sa sonorité, mais il s'agit plus d'une voiture de collection que d'un utilitaire. Les plus populaires sont les moteurs diesel, qui sont également de conception très simple, et qui utilisent en même temps le carburant, qui est le plus abondant dans les entreprises. Contrairement aux apparences, c'est très important. Pour un particulier, le seul diesel qui a du sens est le 2.5 TDI en raison de ses performances, mais chaque variante est idéale pour le travail.
Le plus apprécié est le moteur blindé 2.4D, qui a facilement un kilométrage de 600 à 800 000 km. C'est un juste milieu, un compromis entre le trop faible 1.9 et le plus compliqué 2.5 TDI. À mon avis, et pas seulement le mien, c'est le meilleur moteur de cette voiture, même s'il manque de puissance. Si vous achetez une voiture pour voyager à l'étranger, le diesel est un choix sûr en raison de son énorme popularité. Tous les mécaniciens à l'étranger ne voudront pas réparer un moteur à essence. Défaut typique. Les moteurs du T4 sont très durables, mais bien sûr, dans de nombreux exemples, ils sont extrêmement négligés. Il faut tenir compte du fait que lorsque ces voitures sont arrivées avec un kilométrage d'environ 100 à 200 000 km, puis les compteurs tournaient vite. Ce qui en pratique peut signifier qu'un exemplaire ayant un kilométrage de 600 000 km est déjà proche du million. Ne vous inquiétez pas trop de la transpiration du moteur ou des fuites mineures des tuyaux en caoutchouc, car c'est pratiquement la norme. Il est vrai que les réparations dans ce cas prennent beaucoup de temps, mais cela s'applique à presque toutes les copies. Les défauts typiques sont un mot trop fort, car aucun de ces moteurs n'en présente. Lors de l'achat, il faut vérifier si le moteur démarre bien, ne cale pas, ne chauffe pas, n'émet pas de bruit suspect, et c'est tout. Les unités les plus délicates et les plus risquées sont les 2.5 TDI et 2.8 VR6. Les deux sont très sensibles à la surchauffe, en raison de leur puissance élevée, de leur lourde charge et d'un entretien incorrect de la voiture, notamment contamination du radiateur et défaillance du système de refroidissement. Le dernier 2.8 V6 a été mieux affiné à cet égard, bien que la chaîne de distribution nécessite des inspections fréquentes. De plus, le 2.5 TDI le plus puissant est équipé d'un volant bimasse comme seul moteur de la gamme et il vaut la peine de le vérifier lors d'un essai routier. La négligence entraîne souvent la rupture de l'entraînement de distribution, qui doit être remplacé dès que possible après l'achat. Dans tous les moteurs, à l'exception du 2.8, il existe un entraînement par courroie avec une durabilité assez faible. Il est recommandé de les remplacer même tous les 60 000 km, c'est-à-dire tous les 3/4 de vidange d'huile. En 2.8, il suffit de vérifier la chaîne, mais il est également recommandé de la remplacer tous les 200 000 km environ. Que peut-il se passer dans une telle voiture ? Pratiquement tout. Les pannes d'électricité sont souvent causées par la corrosion des fils et des réparations non professionnelles, mais aussi par des défauts ordinaires. Par conséquent, les éléments d'équipement, notamment les indicateurs et les feux, sont de secours. Les pompes d'injection et les injecteurs peuvent nécessiter une régénération, bien qu'ils résistent au carburant de mauvaise qualité. Les turbocompresseurs, malgré leur très grande durabilité, peuvent également devoir être remplacés après des décennies de fonctionnement. Par conséquent, l'option la plus fiable est le diesel 2.4. Plutôt que de penser aux défauts, il faut penser à la manière dont la voiture est utilisée et s'intéresser aux propriétaires. Les voitures qui, par exemple, transportaient des personnes au travail en Allemagne peuvent avoir un kilométrage élevé, mais seront en meilleur état que celles qui circulaient en ville ou sur de courtes distances, ou qui transportaient des travailleurs sur des chantiers de construction ou des touristes sur des sentiers. Le principal problème des voitures est la corrosion. Cela se produit absolument partout, mais le plus dangereux est celui sur le châssis. Une attention particulière doit être portée au point de fixation de la suspension, en particulier au support supérieur d'amortisseur et au bac de triangle de suspension. Il faut être prudent avec les voitures préservées, surtout avant la vente et celles qui ont récemment subi des réparations de carrosserie. Lorsque de telles réparations sont effectuées, l'appareil n'est pas destiné à la vente, mais à une utilisation ultérieure à long terme. En général, la voiture est très durable, donc tout ce qui tombe en panne est uniquement dû à l'usure ou à une négligence extrême. Lors de l'achat d'un T4, il ne faut pas avoir peur des défauts, mais de l'état de la voiture. Bien qu'en général, les opinions sur le modèle soient extrêmement positives, et 90% les gens achèteraient à nouveau cette voiture, il y en aura aussi des extrêmement négatives. Et il est impossible de résister à l'hypothèse selon laquelle ces personnes auraient acheté des voitures extrêmement négligées, accidentées ou simplement mal réparées. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.